Merci. Nous accueillons les questions sur ces intérêts, ces limites, ces questionnements relatifs à la transparence en architecture, et notamment, mais pas exclusivement, en architecture hospitalière. Oui, merci de votre exposé très complet. Et j'avoue que j'ai quelques regrets quand je vois ce qu'on nous a fait comme nouvelle architecture à Nantes, au CHU de Nantes. Les services de psychiatrie sont revisités, on va dire, plutôt que reconstruits. Il n'y a pas beaucoup de transparence. Alors, je crois que c'est toujours pareil. Vous l'avez dit à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Hein. Je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. Je crois qu'au contraire, disons ensemble, soit les praticiens, les architectes et bien entendu les directeurs, messieurs et mesdames, doivent être présents. Alors pour votre question, moi j'ai une unité de jeunes adolescents en situation de crise dans mon service et ce qu'ils recherchent, c'est ce que vous avez dit à un moment donné. Ils recherchent aussi d'être en retrait, d'être à l'abri. Ils recherchent l'ombre, ils recherchent aussi une intimité indispensable. Et donc, cette maison des adolescents à Paris, je la connais bien, puisque c'est un de mes collègues, disons, qui y travaille. Bien sûr qu'elle est très belle, mais on peut se demander pour qui elle est faite. Hein, voilà, c'est la question. Alors, je crois que c'est toujours pareil. Je crois, entre les réalisations, disons, il faut savoir quel est l'objectif de ces réalisations. Je crois, quand on s'adresse à des bâtiments hospitaliers, surtout pour des pathologies aussi particulières, bon. Mais je crois que pour beaucoup de pathologies, c'est le cas. Hein, c'est-à-dire que les gens qui sont malades, je ne crois pas qu'ils souhaitent vraiment être vus de l'extérieur. Je crois qu'après, qu'il y ait des espaces qui soient ouverts sur la ville, oui. Quand il s'agit de leur chambre ou de leur lieu de déambulation, comme c'est le cas de la maison des adolescents, c'est vrai qu'on ne peut être que surpris. Oui, moi j'ai eu la chance de me faire reconstruire un service. Et je dois dire que ça a été tout à fait fascinant de travailler avec les architectes. Et d'autre part, qu'on est arrivé à un résultat dans lequel les 3 collègues qui sommes logés là-dedans sont tout à fait heureux. Mais la question qui se pose, c'est un bâtiment avec des transparences, mais qui en fait, comme les 3 constructions que nous avons faites dans l'établissement, ne permet pas qu'on voit à l'intérieur. C'est déjà la première chose. Donc transparence signifie peut-être qu'il y a un sens à la transparence. Et la deuxième question que j'avais envie de vous poser, comment vous articulez transparence et luminosité, qui est quand même quelque chose de tout à fait important, surtout pour des patients psychiatriques, mais je pense que les autres ont les mêmes exigences. Quand nous-mêmes choisissons un logement, on le cherche lumineux, bien exposé, etc. Parce que là, vous me parlez de transparence, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un travail de lumière et de luminosité que véritablement de transparence. Non, mais je crois effectivement que la transparence est au service de la luminosité, c'est-à-dire que l'utilisation, par exemple, de parois transparentes ou translucides permettent justement l'amener de lumière au cœur du bâtiment. Quand on a des services qui sont épais, on a parfois des choix à faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tous les locaux en façade. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la possibilité d'utiliser des cloisons de verre permet de créer à l'intérieur des bâtiments des lieux de travail ou de vie qui restent agréables. Alors, ceci dit, c'est vrai que ça peut poser des problèmes de promiscuité, de vue, d'intimité, etc. Et là, il y a des tas de possibilités qui permettent de conserver cet apport de lumière tout en se protégeant. Ce sont des solutions classiques de store, de sérigraphie. Alors, c'est dommage parce que j'avais tout un chapitre sur les ambiances intérieures, dans lequel on voyait des photos de services de réanimation en soins intensifs où justement on est souvent confronté à cette problématique-là, c'est-à-dire que ce sont souvent des services qui sont très épais parce qu'il faut de la place pour circuler, il faut les chambres sont grandes. Et puis il y a cette nécessité aussi de surveillance. Il faut que les patients soient sous le contrôle des
du personnel qui est là, présent à chaque instant, et donc, mais tout en préservant l'intimité de ces patients. Donc, on voyait j'avais à vous montrer des photos où on utilisait des verres sérigraphiés qui, en fait, vu de loin, en fait, s'apparentent à des cloisons pratiquement opaques, sauf que lorsqu'on s'en rapproche, ils permettent justement cette surveillance et cette amenée de lumière. Donc, il y a différentes techniques. Oui, j'ai été évidemment très sensible au fil rouge que vous avez pris autour du verre. Pour avoir beaucoup travaillé Jean Nouvel, je crois qu'en effet, c'est une des illustrations de la transparence. Mais j'aurais voulu vous amener sur un autre aspect architectural ou urbanistique de la transparence, qui est quelque chose dont je reconnais que cela date un peu, mais il y a des effets de mode. C'est ce qu'on appelait naguère les bâtiments intelligents. Je me souviens d'avoir visité Challenger, le siège de Bouygues, il y a 30 ans. Je pense à peu près de cette période-là que c'est la date. Et donc où l'idée était, au lieu de faire des bureaux cloisonnés, d'avoir de grands espaces où les gens étaient censés, j'imagine, mieux communiquer. Et au-delà de la communication, on recherchait une convivialité. Donc c'est une autre forme de la transparence. Alors, il semble bien qu'en France, du moins, cette approche est moins en vue. Je l'ai quand même retrouvée, et encore récemment à Budapest, puisque je suis allé étudier un petit peu un certain nombre de réalisations architecturales là-bas. Qu'en est-il aujourd'hui de cette approche-là, qui est une autre idée, à travers l'architecture, de rejoindre la transparence ? Je crois qu'elle demeure, mais c'est très variable suivant les domaines d'activité. C'est vrai que nous, par exemple, dans l'architecture, on est habitué à travailler en plateau paysager. Enfin, depuis l'école, depuis qu'on travaille en atelier, on a cette culture-là parce qu'on fait un travail d'équipe et que je pense qu'on ne pourrait pas travailler étant chacun dans un bureau. Il en est de même pour certains créatifs tels que les publicistes, etc. Moi, je comprends très bien que dans d'autres domaines, ce soit beaucoup plus difficile, mais je pense que quand on recherche cette communication, cette mise en commun, je pense qu'une des façons justement de lutter contre les effets néfastes, parce que c'est vrai que d'être tout le temps au milieu d'un groupe, etc. On parlait tout à l'heure de cette nécessité de repli à certains moments. C'est vrai quand on est malade, mais c'est vrai à n'importe quand. Enfin, ne serait-ce que pour trouver une concentration. Et donc, je pense qu'il faut trouver à ces espaces-là des espaces d'accompagnement qui peuvent permettre donc d'amener justement un contrepoint, et ce sont donc des bureaux individuels mais qui sont finalement mis à la disposition de tout à chacun, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour une réunion interne pour ne pas déranger son environnement ou pour passer un coup de fil et donc forcément je pense qu'il faut y veiller, parce que sinon on oblige finalement les gens à vivre dans un cadre de vie qui n'est pas forcément celui qui choisirait s'il était tout seul, quoi. Un petit témoignage, vous avez cité le centre Pompidou. J'ai habité 7 ans en face, sur les parvis qui donnent cette liaison entre les deux cultures. Et ce fut un excellent, superbe échec. Parce que vivre là-dedans pendant 7 ans, ce fut vraiment une très très mauvaise expérience de ma vie. Donc Renzo Piano, il s'est trompé de ce message entre la transparence et le langage, la culture et deux cultures. Celle de dehors et dedans. C'est pas une question, c'est juste une petite témoignage. Ouais. Mais ça serait intéressant que vous alliez un petit peu plus loin, que vous nous disiez pourquoi ça a été un échec. Peut-être sans doute pour vous, ça a été effectivement une source de nuisance, mais je pense que l'utilisation de son bâtiment, sa fréquentation, etc., je pense, témoigne de tout sauf d'un échec. Je pense que là... je ne parle pas des centres, je parle juste de l'environnement, de piazza, il appelle ça piazza. Voilà, c'est juste de ça. Des questions ? Non, donc nous allons continuer avec deux autres interventions qui vont certainement se recouper et qui vont nous permettre